Jerko van Deventer, l'otage sud-africain, a été libéré. Enlevé depuis 2017 par des terroristes et détenu au Mali pendant plusieurs années, il recouvre sa liberté. À Ntabakoro, des constructions illicites sur des sites réservés aux logements sociaux susceptibles d'être démolis. Une de nos équipes de reportage y a fait un tour pour constater l'occupation illicite d'espaces dédiés à la réalisation d'autres logements. À moins d'un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, certains joueurs binationaux ont décliné la sélection. Les détails en fin d'édition. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi TM1 pour vous informer. L'otage sud-africain Jerko van Deventer, enlevé par des terroristes en Libye en novembre 2017, puis transféré au Mali, est désormais libre. L'information a été confirmée par une ONG sud-africaine qui a agi en tant que facilitatrice. Aminata Keita. Jerko van Deventer, infirmier sud-africain, a été libéré le samedi 16 décembre à la frontière entre le Mali et l'Algérie. L'information a été donnée par Gift of the Giver, une organisation humanitaire sud-africaine qui a agi dans la libération en tant que facilitatrice. C'est le 3 novembre 2017 que Van Deventer, travaillant alors pour une société de sécurité en Libye, a été enlevé par des terroristes alors qu'il se rendait sur un site de construction d'une centrale à environ 1000 km de Tripoli. Après son enlèvement, il a été vendu au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et transféré au Mali en 2018. Fin mai 2023, une vidéo de Jerko van Deventer circulait sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, il affirmait être détenu dans le nord du Mali par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda et demandait urgemment de l'aide pour faciliter sa libération. Selon la fondation, les ravisseurs avaient demandé une rançon initiale de 3 millions de dollars pour sa libération, montant négocié par l'ONG à 500 000 dollars. Cependant, sa famille ne pouvait pas se permettre la rançon et il n'y avait pas de bienfaiteur non plus. Finalement, toujours selon l'ONG, il a été libéré sans frais grâce à un Mauritanien qui a réussi à le faire libérer à travers la sécurité d'État de l'Algérie. Interrogée par l'AFP, l'épouse de M. Deventer, Shirin van Deventer, a assuré que d'intenses négociations pour la libération de son époux avaient été menées au cours des premières années après son enlèvement. Mais la pandémie de Covid-19 avait freiné les efforts jusqu'au début de cette année. L'ex-otage français Olivier Dubois, ancien collaborateur du Journal du Mali, qui s'est réjoui de la libération de Van Deventer, avait affirmé à sa libération le 20 mars 2023 avoir passé un peu plus d'une année et demie de captivité avec Jerko dans le désert du Mali. À noter que Jerko van Deventer, âgé de 48 ans, se trouve actuellement en observation dans un hôpital d'Alger selon l'AFP avant son retour en Afrique du Sud. Les autorités de ce pays n'ont pas encore réagi. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le chef d'état-major général des armées assure que dans le cadre du renforcement de la présence de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, les FAMA ont commencé leur progression vers Aguelok ce jour 18 décembre 2023. Tout en appelant les populations au calme et à la sérénité, le chef d'état-major rassure que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des FAMA. Et la circulation sur l'axe Badiangara-Bankas sur la RN15 n'est toujours pas rétablie. Elle a été interrompue à la suite de l'explosion par des présumés terroristes des ponts de Parou et Botio reliant les deux villes. Cette situation commence déjà à affecter les habitants de ces deux localités et les riverains de la RN15. Mahmoud Guindo, président du conseil local de la jeunesse de Bankas, nous donne plus de précisions au micro de Paul Yapinguesson. Depuis que les deux ponts ont été dynamités, la route est totalement coupée à tous les usagers. Raison pour laquelle la gare, de Banyagara est bourrée de longs véhicules. L'armée était là-bas, mais je ne peux pas vraiment donner une certitude par rapport à l'évolution de la situation. Quand même déminer quelques mines, quelques engins explosifs improvisés, déminer certaines mines hier.
Suite à une visite du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur le site des logements sociaux de Ntabakoro, il a été constaté une occupation illicite des espaces dédiés à la réalisation des logements sociaux. Certaines de ces constructions pourraient bientôt être démolies. Une équipe de TM1 dirigée par Djeneba Samake s'est rendue à Ntabakoro pour voir ce qu'il en est. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a effectué ce 12 décembre 2023 une visite sur le site des logements sociaux en Ntabakoro, afin de constater les constructions anarchiques sur un titre foncier de l'État, déclaré d'utilité publique pour la construction des logements sociaux. Il s'agit de faire déguerpir ces occupants illicites-là qui envahissent les lieux et qui sont en train d'envahir jusqu'à présent, même après la visite du ministre. De façon logique, des poursuites judiciaires peuvent être entamées contre ces occupants illicites-là. Ils savent tous que tout le site concerné, ça appartient à l'État et ça ne peut pas appartenir à une mairie, encore à une autre instance juridique différente de l'OMH. Voyez-vous. Donc, ils le savent. Donc, des poursuites peuvent être entamées contre ces occupants illicites-là, au devant de la loi, pour que force reste à la loi, en réalité, sans dédommagement. Parce que pour qu'on puisse être dédommagé, il va falloir que tu sois muni de tes actes qui sont valables par rapport à la parcelle et par rapport à ta construction. Sur le site, plusieurs maisons construites anarchiquement sont bien visibles le long de la route menant à Ntabakoro village. Dans chaque coin occupé, des mosquées, des boutiques et autres sont construites au centre des espaces prévus pour les équipements collectifs. Et des voies sont obstruées par diverses réalisations illicites. Une situation qui engendre des difficultés quant au respect de la distribution de ces sites aux personnes dans les besoins. Les occupations illicites-là nous créent énormément de problèmes. Elles ont fait de telle sorte que nous, en tant que bénéficiaires qui sommes en droit, d'être en manque soit d'écoles, d'espaces prévus pour écoles, soit d'espaces prévus pour centres marchands. Je vous prends les 3743 logements qui ont été attribués en 2019. Donc sur ce site-là, il y a une aire prévue pour centre marchand. Mais il se trouve que sur cette aire prévue-là pour le centre marchand, pour les bénéficiaires de cette attribution, ça fait l'objet d'occupations illicites. Le ministère de l'Urbanisme dénonce ces occupations illicites. Pour les responsables du département, des dispositions seront prises par les plus hautes autorités à l'encontre des contrevenants, conformément au texte en vigueur. Dans le domaine du transport et de la logistique, Bolloré Africa Logistique est devenu Africa Global Logistique le 30 mars dernier. La nouvelle marque a été dévoilée ce 16 décembre 2023 à Bamako en marge d'une cérémonie. L'entreprise opérera désormais sous le nom AGL Mali. Paul Yapinguesson. Africa Global Logistique, en abrégé AGL, fait désormais partie du groupe Mediterranean Shipping Company, MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. L'intérêt d'appartenir à une telle multinationale est gage de la poursuite d'un développement accéléré et d'un service de haute qualité selon les responsables qui ont de grandes ambitions pour le développement de la logistique intégrée en Afrique. Un soir de décembre 2021, nous recevions ce message que la Mediterranean Shipping Company annonce une offre d'acquisition pour la filiale Bolloré Africa Logistics. Et depuis le 30 mars 2023, Bolloré Africa Logistics est devenu Africa Global Logistics. AGL a pour ambition, au sein du groupe MSC, de continuer à contribuer à la transformation durable de l'Afrique et des marchés émergents. Le 22 décembre dernier a consacré l'acquisition de notre société par la famille MSC, leader mondial du trafic maritime, et ainsi, notre entreprise a entamé un voyage passionnant vers une nouvelle ère. Ensemble, nous tournons une nouvelle page. Ensemble, nous prenons une nouvelle identité. Africa
Global Logistique. Le groupe MSC, à travers AGL, mettra à disposition de ses clients locaux et internationaux un réseau de logistique intégré compétitif. Nous sommes fiers d'appartenir au groupe MSC, première compagnie maritime mondiale, dont le siège est à Genève, une entreprise familiale, présente dans 155 pays dans le monde. Elle possède 675 bureaux à travers le monde et possède 800 navires porte-conteneurs et 5 avions fretteurs. Moteur de la connectivité globale des territoires africains, Africa Global Logistique Mali, selon son directeur, est prêt à relever 5 défis. Soutenir la croissance démographique du continent, contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations, promouvoir le commerce intra-africain, innover pour accélérer la digitalisation et enfin accompagner la transition énergétique du continent. Avec ses 21 000 collaborateurs répartis dans 49 pays, AGL entend déployer une stratégie de développement au service des hommes et des femmes du continent. Africa Global Logistique est l'opérateur logistique mondial dans le domaine portuaire, logistique, maritime et ferroviaire de référence en Afrique. En Guinée, une explosion accompagnée d'un incendie est survenue dans la nuit du dimanche à lundi 18 décembre au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry près du port. Le bilan provisoire fait état de 13 morts et 178 blessés, selon le directeur technique de la protection civile. Quelques heures après l'incendie, le gouvernement guinéen, dans un communiqué, a annoncé qu'une enquête sera ouverte pour situer les causes et les responsabilités de cet incendie, dont les conséquences pourraient directement impacter les populations. Les écoles, stations-service ainsi que les lieux de travail sont restés fermés ce lundi. Toujours en bref, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé hier dimanche 17 décembre à un remaniement ministériel touchant principalement 3 départements ministériels. Selon le dit décret, la chef de la diplomatie burkinabé ainsi que 2 autres ministres, notamment celui de l'énergie, des mines et des carrières et le ministère de l'Éducation nationale ont été remplacés. Les autres ministres gardent leur poste et le nombre de membres du gouvernement, qui était de 24, reste le même. Sport pour conclure. Le Mali ira à la CAN sans Alassane Pléa ni Moussa Dembélé. Les 2 joueurs étaient espérés, mais la Fédération malienne de football a éteint l'euphorie. Assetoumani Koulibaly. Finalement, la FEMAFOOT a clos les débats. Au travers d'un communiqué publié sur ses pages hier dimanche, la Fédération malienne de football a fait savoir que les attaquants binationaux Alassane Pléa et Moussa Dembélé ne participeront pas à la CAN avec le Mali. Sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, des pages affirmaient que les 2 joueurs devaient venir renforcer l'équipe pour la compétition. La fédération précise toutefois que des contacts ont été noués entre eux et les sélectionneurs. Éric Sekouchel, qui doit faire avec une cascade de blessures en attaque, notamment Ibrahima Koné, Adama Traoré Malouda et El Bilal Touré, tous forfaits pour la CAN, a sollicité Pléa et Dembélé pour devenir des aigles. Sans refuser la sollicitation du sélectionneur de l'équipe nationale, les 2 joueurs ont fait savoir leur indisponibilité pour diverses raisons, peut-on lire sur la page de la fédération. Auteur de 7 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées depuis le début de la saison entre la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne avec son club du Borussia Mönchengladbach, Alassane Pléa est depuis longtemps un vœu pieux pour la Fédération malienne de football. Mais aussi lui, que plusieurs binationaux nés en France, ils nourrissent le rêve de jouer avec les Bleus. Un rêve qu'il a pu réaliser en 2018 lorsqu'il a été convoqué par Didier Deschamps pour une rencontre amicale face à l'Uruguay. Depuis, Pléa n'a plus jamais été appelé avec la France et il est aujourd'hui barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Olivier Giroud ou encore Randal Kolo Muani. Moussa Dembélé, qui évolue désormais en Arabie Saoudite à Al-Ettifaq, est dans une situation similaire à la différence qu'il n'a jamais porté le maillot de la sélection A2 bleue, mais est passé par toutes les sélections de jeunes. Un des cas les plus récents qui illustre cette relation difficile avec les binationaux est celui d'Abdoulaye Doucouré. Après plusieurs sollicitations
Il accepte finalement de porter les couleurs des Aigles en mars 2022 pour la double confrontation face à la Tunisie avec la perspective d'une qualification pour la Coupe du Monde 2022. Mais l'aventure tourne court, le Mali n'arrive pas à se qualifier et Doucouré n'est plus jamais revu en sélection. En septembre dernier, il a déclaré au cours d'une interview avoir mis la sélection entre parenthèses et se concentrer sur son club d'Everton, assurant que des choses ne lui avaient pas plu lors du rassemblement. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur TM1. À demain pour une nouvelle page d'actualité.